Des choses que malheureusement les avocats n'aiment pas. Et est-ce que c'est peut-être cela qui explique que sur un registre de 6000 inscrits, le nombre d'avocats est malheureusement très, sinon trop faible? Vous avez la parole, monsieur Leguet. Merci beaucoup. Ça marche, vous m'entendez malgré la distance, monsieur Le. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir passer un moment avec vous ce matin pour en effet traiter à nouveau de cette question. Et si nous devons la traiter à nouveau, c'est qu'il reste encore du travail à accomplir. En tout cas, j'ai le sentiment, depuis que je suis là, de ne pas être en terrain hostile après tout ce que je viens d'entendre, qui est véritablement musique à mes oreilles. Sur beaucoup de points, et vous avez souligné en effet l'importance de la dimension de la norme européenne, avec cette observation que je voudrais faire tout de même d'emblée, c'est que, à force de dire 80 ou 90% de notre législation est faite à Bruxelles, on a quelquefois malheureusement pour effet de renforcer l'idée que tout ça vient d'ailleurs, alors que vous venez d'illustrer de manière excellente que tout cela ne vient pas d'ailleurs. Tout cela est le fruit d'un travail auquel nous concourons tous dans nos pays. Et Madame la députée ne démentira pas sur ce point, mais elle est une réalité, j'allais dire, vivante de la participation de nos concitoyens à la formation de la norme européenne, qui donc est une dimension intégrante de notre propre droit, de notre propre environnement économique et politique et social. Et par conséquent, lorsque vous intervenez en tant qu'avocat auprès de vos clients, vous agissez en tant que conseil, vous portez assistance sur tout un cycle qui, par tradition, habitude, métier, etc., porte beaucoup en effet sur le règlement des conflits, les procédures judiciaires, etc., mais de plus en plus aussi sur la conception du droit, la formation du droit. Et par conséquent, l'intervention de l'avocat dans la période qui précède, ou qui prépare, ou qui conduit à la décision du décideur public en matière législative, réglementaire, et aussi dans beaucoup d'autres domaines, fait naturellement partie de votre activité. Et si elle ne le fait pas sur la scène européenne, c'est qu'il y a en effet quelque chose qui a besoin d'être stimulé. Et Mme le bâtonnier ce matin l'a souligné, votre barreau s'y attache. Vous me demandez si la notion, le concept de lobbying est quelque chose, mais je réagis tout de suite en disant, mais moi je ne sais pas ce que c'est que le lobbying. D'ailleurs, je n'en parle pas. On nous reproche souvent de dire votre dispositif, il manque d'une clarté dans la définition, parce que tant qu'il n'y aura pas une définition claire du lobbying, ça nous paraîtra être un instrument mal terminé. Eh bien, il n'y en aura pas de définition du lobbying, parce que précisément, il ne s'agit pas d'encadrer le lobbying. Il s'agit d'englober, bien entendu, parce que lorsqu'on ratisse large, on inclut évidemment un certain nombre de choses, donc il s'agit d'englober là-dedans des activités qu'ailleurs, sans qu'il y ait d'ailleurs de définition non plus ailleurs très précise, on appelle couramment lobbying. Mais nous ne sommes pas du tout sur ce terrain. Nous sommes sur un terrain qui est celui dont je parlais au départ, celui qui relève du traité, et qui est l'article 11, qui organise le fonctionnement démocratique de l'Union européenne, et notamment de son dispositif de démocratie participative. Il est légitime, et il est d'ailleurs nécessaire, que tous les citoyens, et ceux qui le représentent, quels que soient les intérêts dont ils assurent la promotion, aient la possibilité de communiquer avec le décideur public, de lui transmettre ses préoccupations, de lui expliquer en quoi est-ce que telle ou telle décision qu'il s'apprête à prendre pourra avoir tel ou tel effet, tel ou tel impact, positif, négatif ou nul, sur lui-même, sur les intérêts qu'il représente. Et donc cette interaction entre les citoyens, les intérêts qu'ils ont, et le décideur public est à la fois légitime et nécessaire, et il est dans le traité. Et donc, ce que nous cherchons à faire à travers ce mécanisme de transparence, c'est rendre justice à cette réalité qui est souvent insuffisamment connue. Et je reviens à cette idée tout à l'heure, la décision est prise à Bruxelles, ça nous échappe, etc. Alors que nous savons très bien que cette interaction entre les citoyens et les institutions européennes, elle est permanente, elle est multiple, elle associe aussi bien entendu, les milieux économiques, les entreprises,
dont on dit souvent qu'ils tiennent nos mains pour écrire les amendements ou autres documents de travail. Mais non, elles associent aussi les ONG, les cabinets de relations publiques, les syndicats, les universités, les milieux académiques, les collectivités territoriales qui sont toutes à Bruxelles, toutes nos régions françaises ont leur bureau à Bruxelles. Et bien entendu, ceux qui agissent en tant qu'intermédiaires, en complément, en appui, en spécialisation pour accompagner ces échanges, les cabinets de lobbying, les cabinets de relations publiques, d'affaires gouvernementales, d'affaires publiques, et les cabinets d'avocats. Cette activité, bien entendu, est légitime et nécessaire, dans la mesure, il y a évidemment un pendant à ce constat, où elle s'exerce donc dans la transparence et dans le respect de la loi et de l'éthique. Les citoyens ont le droit de savoir qui concourt à nourrir cette réflexion communautaire, comment elle est préparée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, à la différence du gouvernement américain qui a choisi une approche qui a pour objet d'identifier des potentiels fraudeurs, des potentiels corrupteurs, en les désignant, en disant « vous agissez en tant qu'intermédiaire, vous êtes avocat, vous êtes un cabinet de lobbyistes, vous êtes par conséquent a priori suspect, et donc nous vous soumettons à une règle impérative qui est soumise, elle d'ailleurs, à une sanction pénale si vous n'y satisfaisez pas. » Nous avons une approche qui est totalement différente, qui consiste à nous rattacher à l'article 11 du traité, à dire c'est aux responsables politiques, c'est aux fonctionnaires sous le contrôle de ces dispositifs internes de contrôle, du statut, de ces règles, d'apprécier la valeur d'une communication qu'ils reçoivent, de déterminer si cette opinion est positive, négative, mais d'entendre. Et donc, tout le monde a le droit de participer à cet exercice, et donc tout le monde doit être soumis à la même règle. Vous contribuez à nourrir la réflexion communautaire, vous devez par conséquent, et nous attendons de votre part, à ce que vous rendiez public tous ce qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est l'ampleur des moyens que vous y consacrez, et au profit de qui. D'ailleurs, pas nécessairement toujours au profit d'un client, vous êtes des professionnels du droit. Donc, la formation du droit communautaire vous intéresse en tant que tel. Donc, vous n'êtes pas nécessairement dans une situation de représentation et de défense d'un client lorsque vous vous adressez aux institutions, mais aussi dans cette représentation de votre métier. Donc, ce n'est pas une stigmatisation. Il y a, semble-t-il, un problème avec la profession d'avocat. En effet, puisque sur les 6000 organisations inscrites, nous ne comptons que 61 organisations inscrites dans la catégorie des avocats, dont seulement d'ailleurs 11 qui ont leur siège à Paris. Vous me permettrez donc de manifester un doute énorme sur cette situation. Je crois qu'elle vous dessert. Elle vous dessert parce qu'elle concourt à renforcer l'impression générale qui prévaut, souvent d'ailleurs alimentée dans les médias, que l'avocat est quelqu'un qui cherche à agir dans l'ombre. Donc elle dessert votre profession, et elle dessert nos responsables politiques parce que, à chaque fois qu'ils ont un contact avec les représentants de votre profession, ils commencent à avoir des craintes d'être en effet eux-mêmes suspects de se laisser aller à certains trafics d'influence. Et les affaires qui ont mobilisé la presse autour de Bruxelles ces derniers mois en sont l'illustration la plus flagrante. Pourtant, le régime de l'avocat, au regard de la transparence, semble ne pas porter de problème ailleurs. Je suis heureux d'avoir la présence d'un Québécois parmi nous, parce qu'au Québec, et j'en ai eu l'occasion d'en parler avec mon collègue, le commissaire Casgrain, au lobbyiste et son prédécesseur, le commissaire Côté, eh bien, les avocats déclarent dans le registre de Montréal les mandats, et c'est même beaucoup plus exigeant, beaucoup plus précis. Ils déclarent le mandat qu'ils ont avec chacun de ceux qui les commettent pour agir. De grands cabinets, il y en a plus, nous en avons recensé plus d'une douzaine, de grands cabinets américains de lobbyistes qui sont inscrits à Washington, sont présents à Bruxelles avec des locaux, avec des actions auprès de nos services. Ils ne sont pas dans le registre de transparence. Donc il y a véritablement un problème. Le barreau de Paris, je crois, a concouru pour sa part à régler cette difficulté en rendant compatible l'activité de lobbying avec celle de l'avocat, en considérant qu'elle est distincte et par conséquent elle est soumise à des règles, parce que dans cette fonction-là, l'avocat est dans un métier qui est un peu différent du cœur du métier d'avocat, donc pas soumis tout à fait aux mêmes règles, et en même temps,
il est par conséquent en concurrence avec d'autres professions, d'autres cabinets qui doivent être placés en situation d'égalité. Voilà ce que je voudrais en quelques mots vous avoir dit ce matin sur ce sujet. Merci. Merci pour ces précisions et évidemment on est tout de suite invité à vous interroger sur le secret professionnel. Vous savez que c'est au cœur de la problématique. Comment vous vivez cela, vous, en tant que gestionnaire de ce registre? Vous avez le sentiment que les avocats pensent que le secret professionnel les empêche de déclarer, d'être transparents, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous avez le nom d'un cabinet, puis vous savez qu'il représente l'industrie du maïs et que 10 millions de dollars sont affectés à cette défense. C'est difficilement concevable chez nous, alors que quand on creuse un peu, on se rend compte que, comme vous l'avez fort bien dit, les clients aussi ne sont pas forcément hostiles. Et puis, l'ombre nuit à la lumière. La transparence, c'est le nom de notre registre, est une heureuse appellation pour quelque chose qui a tout nécessité à sortir de vous. Vous me demandez directement? Oui, si vous voulez. Et bien entendu, c'est un thème qui revient de manière récurrente dans le discours qui est tenu dans ce domaine. Et encore une fois, nous ne souhaitons pas, naturellement, et la Commission serait malvenue à le faire, puisqu'elle est gardienne des traités et par conséquent de la Charte des droits fondamentaux et de tout ce qui l'entoure. La Commission n'a pas pour objet ou vocation à remettre en cause les privilèges qui bénéficient d'avocats. Privilège, d'ailleurs, le mot est malvenu, puisqu'il s'agit en réalité de protéger les droits fondamentaux de ses clients. C'est ça qui est en cause. Et donc, lorsque l'avocat est dans son métier, lorsqu'il y a un risque, une menace, une procédure, une affaire qui implique l'un de ses clients, il est naturellement soumis au secret professionnel dans la mesure où ceci concourt à protéger son client. Mais lorsque nous sommes dans un autre domaine, qui est celui du changement de droit, lorsque l'avocat vient voir un commissaire, un parlementaire, un fonctionnaire, pour lui expliquer pourquoi est-ce que telle législation devrait être modifiée. Bien entendu, ça peut servir les intérêts d'un client. Et par conséquent, l'aider à se protéger, peut-être. Dans la plupart des cas, c'est en réalité quelque chose qui s'apparente à toute forme de défense et de représentation des promotions d'intérêts. Et nous ne voyons absolument pas en quoi est-ce que, dans ce domaine-là, pour cette activité-là, le secret professionnel est quelque chose qui peut être invoqué. Je sais, et naturellement nous savons, que les législations nationales en la matière sont très différentes les unes des autres, que vos règles déontologiques sont différentes les unes des autres. Par conséquent, je ne veux pas faire ici, devant tous ces spécialistes et experts, un raccourci qui vous paraîtrait renforcer l'idée qu'à Bruxelles, on n'est pas tout à fait au courant de la réalité des choses. Donc je sais bien que je fais des courts-circuits. Je sais par conséquent que la réponse à apporter à cette question relève pour une très large partie de vos propres instances professionnelles. C'est là qu'il faut rechercher les moyens intelligents de trouver la bonne articulation entre ce qui effectivement est couvert par le secret professionnel compte tenu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, la protection de vos clients, au regard de leurs droits fondamentaux, et puis cette capacité que votre profession doit avoir, comme tout autre, de participer à cet exercice de communication européenne avec tous ceux qui s'y mettent. Encore une fois, certains barreaux y ont travaillé, y ont trouvé des solutions. Je pense au barreau flamand en Belgique, je pense au barreau de Paris, et par conséquent, je imagine que ces solutions pourraient être peut-être différentes, mais trouvées également ailleurs. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ou après